Xavier Baïs, bonjour. Bonjour. C'est un plaisir de te recevoir sur la chaîne YouTube d'Alpacity. Alors, on va parler d'intelligence artificielle, d'agents, de LLM et aussi d'interaction entre l'homme et la machine. Mais avant ça, est-ce que tu pourrais te présenter succinctement? Avec plaisir, merci beaucoup pour l'invitation. Moi je m'appelle Xavier Baïs, je suis ingénieur en mathématiques appliquées, issu de l'EPFL, et puis j'ai fondé l'entreprise Suisse SDI il y a maintenant 6 ans. Et dans cette entreprise, je m'occupe de la partie conseil et aussi de la direction. Alors, quelles sont un petit peu les missions de Suisse SDI et surtout, on a envie de savoir comment ça a pris naissance? Alors, ouais, Suisse SDI, c'est une société spécialisée en analyse de données et en intelligence artificielle. On l'a créée il y a 6 ans, un petit peu avant toute Mhm. cette hype qu'on a maintenant autour de l'IA. Et puis nous, l'entreprise, elle est née en fait depuis nos études. On a fait découvert une branche qui s'appelait le Statistical Learning, qui est devenu le Machine Learning, qui est devenu l'IA, si on fait un peu des parallèles avec les buzzwords qui Mhm. sont à la mode. Et puis, on a voulu faire cette branche qu'on avait découvert, qu'on avait trouvé géniale, qui permettait d'utiliser des données pour pouvoir prédire des choses. Et dès qu'on a fini nos études, on s'est rendu compte en fait que cette branche, elle existait encore pas vraiment sur le marché. Il y avait quelques entreprises qui commençaient à l'utiliser, mais on n'avait pas de métier. On a voulu se créer notre propre métier, en fait, créer notre entreprise. C'est comme ça qu'est née Suisse SDI. Puis donc, l'idée maintenant, c'est de provider ces solutions de data science aux entreprises. Donc, on va les accompagner sur toute leur partie de maturité, sur tout leur trajet de maturité vers le data-driven. Donc, depuis le moment où ils ont envie de faire quelque chose avec des données, jusqu'au moment où on va pouvoir faire de l'analyse prédictive sur les données. Est-ce que tu observes un changement de maturité au niveau des entreprises depuis 6 ans, par exemple, sur ce niveau de maturité d'explorer, d'exploiter les données de l'entreprise? C'est sûr, ouais, il y a vraiment un grand changement. Donc nous, il y a 6 ans, dès qu'on arrivait, on se présentait aux entreprises, on disait: «Bonjour, on est data scientist, on veut faire du travail pour vous». En fait, on était un peu des extraterrestres, personne ne savait ce qu'était la data science, on ne savait pas trop ce qu'on pouvait faire avec nous. Donc on a directement proposé du conseil pour pouvoir aussi accompagner les entreprises, justement au tout début de cette maturité data. Et puis aujourd'hui, je crois que tout le monde sait ce qu'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle est même devenue un outil quotidien pour beaucoup de personnes. Et puis, donc vraiment, on a ce changement en fait de rapport avec la data et puis avec l'IA. Et le chemin était vraiment énorme, surtout depuis les quelques dernières années là. Tu es ingénieur et tu t'exprimes très bien au niveau, toi, tu es très pédagogique sur cette approche qui explique la donnée. Tu es Head of Consulting et j'ai envie de te demander pourquoi cette casquette quand on a eu le parcours que tu as eu. Alors bon, comme j'ai dit avant, on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'accompagner les entreprises vraiment sur le tout début en fait de la maturité data. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec des données? Qu'est-ce qu'on a comme problématique dans l'entreprise avec lesquelles qu'on pourrait soulager grâce aux données? Et donc, c'est vraiment l'idée de pouvoir accompagner ces entreprises à ce niveau-là. Et moi, j'ai toujours beaucoup aimé vulgariser la science, vulgariser la technologie. Durant mes études, moi, j'ai travaillé comme médiateur scientifique, soit pour les PFL, soit pour le groupe E. Et c'est vrai que naturellement, ben, j'ai cette attraction pour accompagner les gens à comprendre les technologies. Et donc, c'est comme ça, en fait, je me suis retrouvé finalement dans l'entreprise, la personne la plus propice et puis avec plus de volonté pour faire cette partie-là sur le conseil. Alors, vous faites de l'accompagnement, mais vous faites aussi de l'accompagnement de projets. Est-ce que tu aurais quelques exemples à nous partager de ce que vous faites chez Suisse SDI? Bien sûr, on a un projet qu'on aime bien citer, c'est un projet dans le domaine de l'énergie. On aime bien parce qu'en fait, c'est un projet qui est complètement, il prend toute la chaîne de la problématique data. Donc on va prédire tous les jours, pour le lendemain, on va prédire la consommation et la production d'électricité pour une société, qu'on appelle un GRD. Donc ça peut être les services industriels genevois, par exemple, ou bien des sociétés comme, Tsug, Mhm. les services industriels de Tsug. Et donc pour ces sociétés-là, on va recevoir tous les jours des données issues de la consommation. Donc on va recevoir les dernières données qu'on a historiques sur la consommation. Qu'est-ce qui s'est passé hier finalement? Qu'est-ce que le canton a consommé en électricité? On va recevoir des informations sur la météo. Quelle a été la météo de la veille réelle, donc les mesures météo, puis quelles sont les prévisions météo qu'on aura pour les jours suivants. Et nous, on a construit un modèle qui prend toutes ces données-là, puis ensuite va pouvoir faire la prévision de la consommation électrique. Et ensuite, on va pouvoir fournir pour toutes les 15 minutes, pour le lendemain, tous les jours, une courbe de prédiction. Et puis cette courbe elle va permettre aux traders de l'énergie de pouvoir se positionner
pouvoir prendre une décision grâce à ça et puis ensuite, optimiser, leurs opérations. Est-ce qu'il faut produire de l'électricité? Est-ce qu'il faut acheter de l'électricité? Est-ce que voilà, ils vont vraiment pouvoir planifier finalement leur journée, de consommation, production grâce à cette courbe-là. Est-ce qu'il y a eu dans cette prédiction, un inattendu ou quelque chose qui vous a surpris durant toutes ces années? Alors, je dirais des inattendus, il y en a un peu tout le temps dans les données. Donc c'est vraiment chaque fois qu'on reçoit un jeu de données, il y a une surprise à l'intérieur. Donc dans le domaine de l'énergie, par exemple, on s'est rendu compte que, alors un inattendu pour nous, c'était la gestion des fuseaux horaires. Mmh. Et en fait, il y a beaucoup de courbes avec beaucoup de fuseaux horaires différents et ça peut être assez perturbateur. En fait, on s'est rendu compte que beaucoup d'entreprises, ne travaillent pas forcément correctement avec ces fuseaux horaires. Donc on nous a fourni des courbes et en fait, c'était pas les bonnes courbes ou bien les bonnes définitions sur les courbes. Donc on pensait qu'on était, en heure d'hiver, en fait, on est en heure d'été, des choses comme ça. Puis nous, on s'est rendu compte de petites variations en disant: «Mais en fait, il commence à faire nuit, on a de la production solaire», on a eu des choses qui nous ont mis la puce à l'oreille. Et puis ça, c'est toujours des surprises de ce style-là qu'on a dans les données. Alors ça arrive dans l'énergie, mais ça arrive vraiment dans tous les secteurs. Chaque fois qu'on reçoit un jeu de données, on dit toujours si on voit pas d'erreur, c'est qu'on l'a pas encore trouvé. De toute façon, il y a des petites choses à faire. Et puis après, au niveau du modèle, c'est vrai que, il se passe aussi plein de choses quand le modèle vit et nous, on a un souvenir là-dessus. Dès qu'on a mis en production, le premier modèle de prédiction d'électricité, c'était la semaine, où on a annoncé le semi-confinement en Suisse. Donc du jour au lendemain aussi, la prédiction, elle a complètement changé. Les entreprises ont arrêté de fonctionner pour certaines, les gens n'allaient plus au travail et la courbe n'était plus un lundi, ne ressemblait plus à un lundi, c'était une sorte de samedi, jour férié, quelque chose un petit peu comme ça. Et voilà, ça c'est des surprises qu'on a au quotidien dès qu'on prédit, il se passe des choses, la vraie vie, elle est là, il y a les prédictions, mais il faut s'adapter aussi après au quotidien. Donc vous avez aussi heu, hem, une fonction, d'analyse de ces données? Ou est-ce que ça, c'est aussi, automatisé à hauteur, je sais pas, de 80? Alors nous, notre valeur ajoutée, c'est vraiment comprendre la courbe et les interactions entre les différentes données qu'on peut avoir. Donc nous, on va passer beaucoup de temps pour analyser ces données et on aime bien dire que où on met vraiment notre valeur, c'est avant le modèle. Donc nous, on préfère faire un modèle qui est assez simple, donc ça va être un modèle machine learning, mais finalement, il ne sera pas forcément un gros réseau de neurones avec plein de couches super compliquées, puis un gros ordinateur qui doit fonctionner derrière. Mmh. On va préférer beaucoup travailler la donnée avant et puis la donner vraiment de la bonne manière à l'algorithme. Et puis ensuite, la machine peut faire son travail, mais on a réussi à donner un peu cette patte et puis cette petite touche qui fait que la machine va vraiment bien comprendre la problématique. Est-ce que les entreprises, pour lesquelles vous travaillez, ont envie d'intégrer toujours et encore plus de la donnée? Ou est-ce que c'est pas forcément la quantité? Enfin, bien sûr, il y a la qualité, mais ou comment le projet évolue finalement? C'est une bonne question parce que ça fonctionne vraiment différemment en fonction des entreprises dans lesquelles on peut travailler. Mais je dirais que globalement, nous, on va essayer de résoudre des problématiques. Donc on garde cette casquette ingénieur en disant: «Il faut qu'on ait une problématique bien définie et puis ensuite on va essayer de trouver quelle donnée peut être utile pour résoudre cette problématique». Et on va toujours commencer par trouver une problématique avec des données qui sont existantes. Ça va faciliter l'adhésion de la data science dans l'entreprise. Et après, on va évoluer ensemble avec le client, on va comprendre peut-être de nouvelles problématiques, on va peut-être découvrir d'autres problématiques pour lesquelles des données pourraient répondre, mais on ne les a pas encore. Et puis là, on peut commencer à planifier une récolte et puis travailler dans ce sens-là. Mais nous, on aime bien commencer par valoriser l'existant. Les entreprises ont déjà beaucoup de données en général. Et puis, on va essayer voilà, de travailler avec ce qu'ils ont. Et puis ça va être, un bon début en tout cas pour commencer. Est-ce que d'un point de vue, technique, on l'a vu, il y a beaucoup d'avancées, notamment dans l'IA générative. Est-ce que ça a aussi accéléré, ces projets ou est-ce que ça leur a donné une autre dimension ou pas du tout en fait, ça continue son rythme de croisière? Alors, on a d'un côté on va dire notre daily business, nous, où on fait justement cette data science avant les LLM, avant ces modèles Mmh. de generative AI. Donc, ce daily business, il continue finalement pour nous. On a toujours ces projets, il y a toujours ces problématiques existantes sur le terrain pour lesquelles on peut apporter des solutions. Et puis en parallèle, on a maintenant un nouveau type de données qui peut être traité de manière beaucoup plus simple. Puis c'est ça la différence aussi. Si avant, on voulait traiter du texte ou traiter des images, c'était extrêmement compliqué. Et puis ça fonctionnait, on va dire, moyennement. Il fallait beaucoup travailler pour avoir un résultat moyennement satisfaisant. Et puis aujourd'hui, on a la possibilité de traiter ces données grâce à ces modèles de manière extrêmement rapide. Puis ça, c'est chouette. Et ça ouvre des nouvelles portes finalement pour les entreprises. Donc c'est complémentaire.
Et puis bien évidemment, ça sert parce que nous, on est toujours content dès que les gens parlent d'IA, parlent de data, ben, ça nous fait plaisir. Et puis évidemment, ben, ça donne aussi voilà, un coup d'élan pour la branche, puis ça, c'est super. Comment est-ce que tu as réagi à la sortie de ChatGPT? On a été assez bluffés. Ouais. Franchement, dès qu'on a vu ça, on a fait le premier test ensemble dans l'entreprise, puis on s'est dit, OK, là, il se passe quelque chose d'assez fou, quoi. Parce qu'on a justement, nous, travaillé plusieurs fois dans l'analyse de texte, donc on sait à quel point l'analyse de texte, c'était compliqué, et à quel genre de résultats on pouvait avoir. Et tout d'un coup, on se retrouve en fait on s'est dit, mais tout le travail qui a été fait par énormément d'entreprises ou de projets, en fait, ça a été balayé. On peut effacer le tableau et recommencer à neuf avec ces modèles parce qu'on a quelque chose qui est vraiment révolutionnaire pour la branche. Donc ça nous a vraiment marqué et ça a ouvert complètement des portes. On se dit, mais toutes ces données non structurées, donc de texte, par exemple d'images qu'ont les entreprises, en fait, elles sont maintenant accessibles et ça, c'est fou. Et puis, deuxième chose qui a été complètement folle là-dedans, c'est que il y a eu un accès, on va dire, au grand public à cette technologie. Et c'est vrai que les autres modèles d'IA, c'est des choses qui existent depuis des années, en théorie depuis déjà plus d'une trentaine d'années. En pratique, depuis une dizaine d'années, on a des machines capables de faire tourner ces processus. Mais finalement, personne n'avait vraiment un contact direct avec l'IA. Seuls les spécialistes pouvaient programmer de l'IA. Et maintenant, en fait, tout le monde peut jouer avec, l'utiliser. Et puis ça, c'est aussi quelque chose de fou, c'est la vitesse à laquelle cette technologie est arrivée dans les mains des gens. Donc finalement, on a une accessibilité, mais que ce soit au niveau de l'entreprise, mais aussi des individus enfin, ouais, on pourrait résumer individus. Exactement, ouais. Quels sont les impacts, vous, sur votre modèle d'affaires ou dans l'entreprise de manière générale? Est-ce que c'est accessible, mais on a encore besoin d'une vision stratégique ou d'ingénieur? On n'est pas non plus sur du click and play au niveau d'OpenAI ou d'autres technologies. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Oui, effectivement. Pour l'instant, j'ai l'impression que alors, c'est des choses qui bougent très très vite. Donc, c'est vrai qu'il y a des nouvelles infos, des nouvelles techno, tout bouge à une vitesse fulgurante. Mais aujourd'hui, l'accessibilité à mettre en place un ChatGPT, ça reste assez technique. Si on veut le mettre en place de manière sécurisée pour l'entreprise, en tout cas, c'est assez hermétique pour les gens qui ne connaissent pas du tout la branche. Et c'est peut-être une volonté d'OpenAI pour limiter un petit peu les volontés parce qu'on sait qu'ils ont des problèmes pour provider leur service à tout le monde. Ça leur demande beaucoup de ressources et ils ont besoin aussi du coup de monter en puissance de calcul ou trouver des solutions pour économiser de la puissance de calcul. Et ils limitent un petit peu, je dirais, l'accès, j'ai l'impression. Donc il faut demander beaucoup d'autorisation pour faire des calculs un peu savants pour savoir combien va nous coûter le modèle à la fin. Donc c'est pas complètement click and play. Par contre, justement, c'est beaucoup plus simple de mettre en place ces modèles-là et ils sont prêts à être utilisés en tant que service maintenant sur des clouds. Et finalement, on peut s'y connecter. Puis si on sait appuyer sur les bonnes touches, si on sait faire les bons calculs ou les bonnes demandes, finalement, c'est très rapide pour mettre en place. Et ça, c'est complètement nouveau. On parle d'accessibilité technologique, mais aussi en termes de coût. Alors, il y a déjà eu une tendance qui s'est mise en place avec le cloud. Est-ce qu'aujourd'hui, l'IA générative ou les projets d'IA coûtent un petit peu moins cher? Alors oui, du fait que maintenant on a ces modèles, justement, donc GPT qui sont pré-entraînés, c'est pour ça les deux dernières lettres, et on n'a pas besoin de refaire un modèle ou de le réentraîner soi-même. Et des sociétés comme OpenAI, ils ont investi plusieurs millions pour pouvoir entraîner ces modèles, donc les coûts informatiques derrière, en ressources pour obtenir les données, pour faire tourner les machines sont vraiment importants et ils nous donnent ça à disposition déjà pré-entraîné. Et donc déjà là, niveau accessibilité, ça change complètement. On n'a plus besoin de partir d'une feuille blanche pour faire son modèle et trouver les données et faire tout apprendre. On a à disposition des choses. Donc là, c'est déjà révolutionnaire en soi. J'aimerais qu'on aborde la question des agents IA. Oui. Je sais que tu en as installé au sein de Suisse SDI. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu que font ces agents et comment ils vous aident et comment ça évolue? Oui, donc ces agents IA, pour nous, c'est des collaborateurs, on va dire, numériques ou des IA collaboratives. Donc, ces IA-là, c'est des spécialistes d'un sujet. Donc, on les a alimentés avec de la documentation sur un certain sujet, par exemple le data engineering, donc l'ingénierie des données, comment est-ce qu'on stocke les données, comment est-ce qu'on les transfère, comment est-ce qu'on les bouge. Et on a donné plein de documentation là-dessus. Et ensuite, dès qu'on a une question, on peut s'adresser
à ce collègue IA, et puis il va pouvoir nous répondre grâce à la documentation qu'il a. Et en fait, ça nous permet d'avoir accès à plusieurs documentations en une fois, sans avoir besoin de lire plusieurs fois 40 pages de doc. Et puis lui-même aura tout en tête, il pourra nous répondre directement. Et donc, on a créé quelques spécialistes comme ça dans l'entreprise sur différents niveaux. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui va aussi atteindre beaucoup d'entreprises. On aura peut-être un spécialiste, les affaires légales, pour toute la partie, peut-être toute la partie, voilà, je sais pas, assurance sociale, par exemple. On peut avoir tous les contrats qui sont insérés là-dedans. Parce qu'on peut lui poser une question sur un contrat, il est capable de retrouver cette information. Puis dans le meilleur des cas, il est même capable de donner la source d'où il a trouvé cette information. Donc c'est vraiment très intéressant. Ça donne un rapport complètement différent à la recherche d'informations. Mm. Donc on a eu plusieurs ères du livre, enfin de la mémoire collective au livre Internet, et puis maintenant de la recherche Google ou de la recherche CTRL-F sur le fichier PDF pour trouver le mot-clé. Bon, on a encore quelque chose de beaucoup mieux qui permet en fait de survoler plusieurs documents d'un coup et puis d'avoir exactement l'info qu'on cherche. Combien vous avez mis en place d'agents IA? Est-ce qu'il faut que ce soit des agents spécialisés pour que ce soit beaucoup plus fonctionnel? Alors, ils doivent être assez spécialisés, ouais, pour que ça marche bien. On en a, je pense, 3 ou 4. Je ne saurais pas tous les citer de tête, parce que je ne les ai pas tous fait moi-même non plus, mais voilà, ils ont des petits noms, on leur a donné des prénoms, ils nous aident soit pour programmer, soit pour le niveau stratégique. Et puis, voilà. Il s'appelle comment le tien? Alors, on a Jean-Michel Code, c'est c'est eux qui nous aident à faire de la programmation. Comment vous faites cette veille technologique dans ce domaine où ça évolue constamment? Est-ce que vous avez créé d'ailleurs un agent IA qui fait de la veille technologique? Alors non, on l'a pas fait ça, mais ça c'est une demande de certaines entreprises, donc on est en train de regarder aussi ce genre de projet. Donc la veille, pour nous, c'est vraiment un grand défi. Parce que comme j'ai dit, ça va très très vite, donc les choses évoluent à toute vitesse, il y a beaucoup de technologies en parallèle. On doit suivre ce qui se passe en data science, en MLOps, en data engineering, en LLM avec ces nouvelles choses. Donc ça fait beaucoup de technologies, on va dire, à suivre pour une seule entreprise qui veut être spécialisée là-dedans. Et alors, on a plusieurs stratégies. Et c'est vrai que depuis les LLM, on a commencé à mettre en place maintenant, nous aussi, une séance qui est mensuelle chez nous, où on se partage de la veille technologique. Donc, il y a des présentations internes qui se font. Donc, c'est vraiment basé sur qui a vu quoi, à quel moment il trouve intéressant de partager à ses collègues. On a des canaux de partage pour les choses un peu plus peut-être spontanées. On a lu un article et puis on peut transmettre. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on a tous, on va dire, des sources différentes et on va aller lire des choses différentes, partager des choses différentes. Certains, ils vont s'informer sur TikTok, d'autres sur YouTube, d'autres sur LinkedIn, d'autres ils vont lire Medium, par exemple, comme site web. Donc voilà. Et on a vraiment le partage de ces informations qui est intéressant. Donc moi, je dirais la clé, ce qu'on utilise le mieux pour nous, c'est vraiment c'est l'intelligence collective finalement là-dedans, quoi. Et c'est ça qui marche le mieux. Intelligence artificielle, intelligence collective. Ouais. J'avais une question sur l'agilité et la gestion de projet. Oui. Du fait que presque chaque semaine, il y a une nouveauté. Est-ce que dans votre rapport à la mise en place de projets dans les entreprises est devenu encore plus agile et où on peut prendre des décisions? On avait décidé de prendre cette tech pour tel objectif, puis en fait, là, dernièrement, il y a eu une mise à jour et du coup, on passe sur une autre. Est-ce que c'est un peu le quotidien qui est comme ça ou pas vraiment? Oui, c'est le quotidien. Pour nous, c'est le quotidien dès le début, je dirais. Donc c'est vrai que on est né dans l'agilité finalement, parce qu'on s'est rendu compte, on prépare un projet, on design un projet, on reçoit des données. En fait, c'est pas du tout ce qu'on nous a dit qu'on aurait comme données à disposition. On se rend compte, qu'on creuse un peu, qu'il y a des gros problèmes, donc il faut réorienter le projet. Ou alors une bonne surprise, et puis on a plus d'infos, on peut aller beaucoup plus loin. Et donc nous, on a créé l'entreprise en travaillant vraiment de manière agile déjà de base. Donc on est habitué à cette façon de travailler. Maintenant, avec ces nouvelles technologies aussi et la vitesse à laquelle ça va, on essaie de travailler par briques. Donc l'idée, c'est qu'on puisse vraiment, chaque stack technologique, on puisse la retirer et puis en mettre une autre à la place si on a envie. Donc dans un projet, il y aura du stockage, il y aura du flux de données, il y aura de l'analyse, il y aura de la visualisation. Donc on a plein d'étapes clés, puis plein d'outils qui sont derrière. Et puis l'idée, c'est qu'on puisse vraiment en retirer un, puis mettre un autre. Et l'idée, c'est qu'on a toujours, on va dire, une ligne directrice, c'est cette fameuse problématique à laquelle on doit répondre. Et puis ça ne va pas bouger, par contre. Et maintenant, est-ce que voilà, ce sera un outil plus ou moins évolué, plus ou moins cher?
plus ou moins stable. Voilà, ça, c'est des choses qui vont peut-être changer là-dedans, mais on peut toujours venir bouger nos briques, et puis ça, c'est important. Ouais. Dans le choix des technologies, vous êtes plutôt agnostique et vous allez là où ça fonctionne le mieux, où ça correspond peut-être mieux à la demande des clients, plus une couche de sur-mesure à la fin dans tous vos projets? Nous, on aime bien les projets, les solutions open source. Mhm. Donc, on va travailler beaucoup là-dedans. On aime bien aussi faire du sur-mesure parce qu'on pense qu'il y a vraiment une valeur ajoutée au sur-mesure. On peut vraiment être plus précis dans la gestion des données, dans la création des modèles. Donc, nous, idéalement, on va construire la solution, en tout cas la partie analytique, on va la construire toute pièce nous-mêmes. Puis ensuite, maintenant, la partie justement plus de stockage de données, de flux de données, là, on va s'appuyer sur différentes technologies. Mais on est aussi souvent parfois, on arrive où le client n'a rien du tout et puis tout est à construire et là, on va regarder ensemble avec l'IT, discuter ensemble qu'est-ce qui fait sens. Donc, on s'adapte finalement. Et parfois, le client a déjà lui-même une stack technologique existante, il a déjà un cloud Azure, Amazon, et puis ça va changer légèrement les technos qu'on pourra prendre. Et puis là, on va s'adapter. Globalement, derrière, les outils sont un peu tous les mêmes, mais voilà, c'est juste les interfaces sont un peu différentes. Mais la fonctionnalité, c'est assez équivalent. Est-ce que tu pourrais citer quelques LLM open source aujourd'hui disponibles et selon toi qui fonctionnent bien? Alors, il y a Claude comme Mhm. modèle, il y a Meta, il y a le modèle des Français, Mistral. Mistral, ouais, pardon. Donc voilà, il y a différents modèles qui sont disponibles. Et puis ces modèles-là, on peut du coup les faire tourner sur un serveur directement dans l'entreprise. Mhm. Et puis ça permet d'avoir un LLM qui est complètement autogéré, open source. Et ça, c'est assez chouette comme possibilité. Ouais. On parle beaucoup en ce moment de petits modèles. Quel est donc de revenir en fait sur de l'IA locale? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce concept, où on en est, et est-ce que ça a de l'avenir, ces petits modèles? Je pense que ça a de l'avenir, ouais. C'est quelque chose qui va vivre en parallèle des autres modèles finalement. Donc on a toujours eu les solutions qui ont existé entre de l'open source et des solutions du marché, entre des solutions sur mesure et génériques. C'est des choses qui cohabitent dans un écosystème IT aujourd'hui. Puis ça va être pareil pour l'écosystème data et d'intelligence artificielle. Maintenant, c'est vrai que ça donne la possibilité d'être beaucoup plus libre sur ce qu'on fait avec ces solutions qui seraient locales. Et puis, on a un contrôle absolu sur les données qui sont rentrées. Par contre, il faut mettre à jour, il faut tenir. Voilà. Donc, ça, c'est le pendant de l'open source. Et ça demande un petit peu plus d'entretien. Par contre, il n'y a pas de coûts initiaux et on maîtrise complètement ces coûts finalement. Parce que les modèles comme OpenAI, aujourd'hui, ils ont certains prix. Mais c'est vrai qu'on ne sait pas trop où ça va, comment ça évolue. Il y a des disponibilités aussi. Nous, on s'est rendu compte en intégrant ça pour certains clients qu'en étant en Suisse, si on veut que le modèle reste en Suisse, on est limité par la puissance. C'est des choses qui sont vraies aujourd'hui. Est-ce que ce sera vrai dans 6 mois? On ne sait pas finalement. Et puis aujourd'hui, on a une certaine fiche de coût et ça peut changer aussi. Et il y a une certaine guerre des GPU. Est-ce que vous la ressentez justement quand un client veut faire du local et acheter ces fameuses cartes graphiques? Nous, on n'est pas vraiment lié à ça. Ok. Non, je dirais que nous, on ne ressent pas cette guerre du GPU. La majorité des cas, finalement, les entreprises nous, on voit quand même des ressources qui sont assez modestes dans l'utilisation. Donc, c'est quand même assez rare d'avoir vraiment des super computers qui font des gros travaux. C'est pas notre quotidien, en tout cas, Ok. pour l'instant. Ouais. Donc, si les entreprises aujourd'hui veulent mener un projet qui utilise les données et basé sur l'IA, quel est un petit peu le niveau d'accès que ces entreprises peuvent avoir? Ouais, le niveau d'accès, il a pas mal évolué justement depuis l'arrivée de ces LLM et puis de ces modèles préentraînés. Donc, c'est une grande question aujourd'hui pour les entreprises, surtout pour les PME. Il y a cette révolution de l'IA qui est en marche. Puis en fait, c'est très clair pour les très grosses entreprises comment elles peuvent utiliser ça. D'ailleurs, ils utilisent de l'IA sous une autre forme depuis déjà plusieurs années. Et pour les petites entreprises, c'est beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'on doit adopter, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on a comme nouvel outil. Et nous, on aime bien parler de 3 niveaux différents d'adoption, trois possibles, 3 accès de l'intelligence artificielle. Et donc, le premier accès, c'est l'accès à travers des outils existants.
Donc c'est de l'IA qu'on utilise, mais on ne se rend pas trop compte qu'on utilise l'IA. Donc ça, on a déjà l'accès à cette IA depuis beaucoup d'années. Par exemple, sur Netflix, on a de la suggestion automatique de vidéos, YouTube pareil, Google Maps qui choisit l'itinéraire, qui estime le temps de trafic. Donc ça, on a cet accès-là à l'IA, c'est dans un outil, on ne sait pas trop quelle est là, mais on a accès à ça. Puis à l'avenir, ben, ça va peut-être être dans le CRM d'une entreprise, on aura peut-être d'un coup un modèle de projection financière, et puis ce modèle-là, bah, il sera basé sur l'IA. Ou dans votre e-banking, on a quelques courbes. Aujourd'hui, je ne pense pas que c'est de l'IA qui est derrière, vu un peu la tête des courbes, mais à l'avenir, on pourrait imaginer que c'est des petits modèles qui tournent, et puis en fait, on a une vraie projection un peu plus intelligente voilà, que ce qu'on peut avoir aujourd'hui. En fait, on aura de l'IA qui sera intégrée dans les petits outils du quotidien. Puis ça, je pense, pour les petites entreprises, c'est un accès qui va arriver naturellement, et c'est leurs fournisseurs de solutions qui vont venir proposer cette IA. Ensuite, on a le niveau 2, justement, c'est ces niveaux où on va, cette fois, utiliser de l'IA, mais elle est clé en main. Donc, on sait qu'on a de l'IA, on sait qu'on bosse avec de l'IA, donc là, on s'en rend compte si on veut bien. Par contre, on ne l'a pas développé de toutes pièces. Et là, donc, on a des systèmes pour faire soit avec du plug and play ou bien juste en cliquant sur des boutons, on arrive à mettre en place des solutions d'IA. Ben, dans le cas des LLM, c'est justement ces fameux GPT où on a la possibilité d'utiliser des LLM qu'on n'a pas développés nous-mêmes et puis on peut les alimenter, on peut les utiliser, on peut créer un bot pour l'entreprise. Donc ça, c'est le deuxième niveau, vraiment, on va travailler avec cette IA. Puis le troisième niveau, ben, c'est le sur-mesure, où là, on part vraiment de problématiques données, on fait le lien entre les deux, et puis on crée quelque chose de toute pièce. Cette troisième cas de figure, il est quand même, il ne va pas être accessible à tout le monde tout le temps. Il faut, au-delà peut-être de la taille critique de l'entreprise, il faut surtout avoir une problématique assez coûteuse pour qu'on puisse faire l'investissement, pour avoir un retour sur investissement qui soit intéressant. Finalement, c'est toujours le retour sur investissement qui va designer si le projet vaut la peine. Puis pour ça, la taille de l'entreprise, elle a assez peu de conséquences. Mais c'est plus facile de trouver des projets avec des forts ROI si on est une entreprise un peu plus conséquente qu'une PME de 2 ou 3 personnes. Comment justement on fait comprendre un petit peu ce retour sur investissement qui n'est pas immédiat? Ou peut-être que ça change vu que tout s'accélère. Mais comment on fait entendre ça? Et puis est-ce que tu aurais un exemple de projet où vraiment il y a eu un retour sur investissement clair et net suite à de l'installation, de l'utilisation de l'IA? Ouais, alors il y en a vraiment tout plein parce que dans l'idée, pour nous, l'objectif, c'est que chaque projet qu'on fait apporte un retour sur investissement positif. Donc on a vraiment plein d'exemples et il faut accompagner le client pour qu'il puisse voir ce retour sur investissement. Souvent aussi on parle des fois avec des gens techniques ou des ingénieurs et eux, ils sont intéressés par résoudre la problématique, mais ensuite, dès qu'on va défendre le projet à l'entreprise plus loin, on va se retrouver face à des financiers et puis eux, là, ils vont mesurer ce genre de choses. Donc là, il faut aussi les soutenir pour mesurer ça. Puis ensuite, si c'est un LLM et qu'on va soulager par exemple la recherche de documentation, on peut facilement estimer quel pourcentage s'occupe une personne. On va se dire, oui, je sais, j'ai un collaborateur, 30% de son temps, lui, il va dans les archives, il cherche des documents, ou il fait juste en fait la compilation de données qu'il va attraper en lisant plein de docs. Voilà, on sait qu'on a un 30% d'un collaborateur qu'on peut accompagner puis réduire, et ça donne une base de calcul. Un autre exemple qu'on a, alors là, on sort du cadre des LLM, mais par exemple, dans le domaine de l'horlogerie, nous, on a réussi à faire du contrôle qualité sur des pièces qui sortent de la production. Et puis à ce moment-là, c'est très clair, le pourcentage d'amélioration, tout est mesuré. Donc ça, c'est encore plus facile parce qu'on est dans un monde complètement mesurable et on sait quelle est la précision de base des modèles, des pièces qui sortent. On sait quelle précision on peut atteindre avec notre système de contrôle qualité. Et puis le delta, c'est quelque chose qui a beaucoup de valeur pour eux. C'est des contrats pour les clients qui suivent dans la chaîne de la vie du mouvement. Et donc tout ça, on va dire, ça peut se quantifier de manière très simple. Et là, on est sur un projet aussi, ces temps, qui permet de faire du devis. Donc on va combiner justement des LLM pour créer l'offre avec une compétence plus analytique de base de chiffres pour quantifier le devis. Et puis en fait, on arrive à savoir combien de devis traitent les personnes responsables de ça, quelle efficacité ils ont, quelle précision ils ont sur les devis, tout est monitoré. Et finalement, on aura un avant-après qu'on peut mesurer. Et nous, on peut estimer à l'avance qu'est-ce qu'on espère avoir comme gain. Et puis ça permet de motiver les projets. Si on regarde un petit peu toutes ces technologies qui évoluent, on va dire, de manière assez exponentielle, selon toi, quel est l'impact sur le paysage numérique ou même sur la société si on se projette dans plusieurs années?
Ouais, moi, je vois toujours cette arrivée de l'IA comme l'arrivée d'Internet. Finalement, c'est le même genre de choc qu'on va avoir. C'est-à-dire qu'on a un rapport à l'ordinateur et à l'information qui est complètement changé. Et il y a des gens qui n'ont jamais pris le coche d'Internet, Mmh. surtout peut-être quelques personnes âgées qui n'ont jamais voilà, vraiment adopté l'outil. Et il faut faire attention. Ça va être la même chose pour les gens qui n'adoptent pas l'IA. Et ils pourraient aussi être marginalisés par rapport à ça. Donc l'impact social, il va vraiment être très très fort. Et notre façon de parler aux machines va changer. On a maintenant des solutions style Microsoft Copilot, où on change le rapport qu'on a de parler avec Mmh. la machine. Et moi je pense que d'ici quelques mois, années, on veut changer un paramètre sur la machine, on va plus forcément aller dans les paramètres, gestion des paramètres, on n'a qu'à s'adresser à la machine en disant: «Ah, j'aimerais que tu dupliques mes deux écrans sans...» Parce que voilà, c'est le cas classique, on met le câble USB, on ne sait plus quel écran est lequel, on est perdu là-dessus. En fait, qu'on puisse vraiment lui dire: «Je veux que l'écran de ma machine soit l'écran principal, l'autre soit euh, un autre écran.» Ben, c'est des choses, en fait, on pourrait s'exprimer facilement. Puis ça va changer. Alors ça, c'est anecdotique finalement, mais ça change la manière qu'on a de s'adresser aux machines. Mmh. Et là, je pense qu'il y a vraiment une révolution, c'est que depuis ces LLM, finalement, les machines sont capables de nous comprendre dès qu'on leur parle normalement. Puis ça, c'est nouveau. C'est assez Ouais. révolutionnaire. Du coup, ça crée aussi, certains, enfin, ça souligne peut-être un peu des problèmes qu'on aurait avec la machine aujourd'hui. Peut-être c'est un peu un ego. La machine commence à faire des choses qu'on pensait réservées seulement aux humains. Oui. Quelle est un peu ton approche dans les entreprises face à ces frustrations ou un petit peu cette envie que ça ne change pas? Ouais, le change management, c'est toujours une grande question et un grand sujet. Euh, Nous, finalement, on est aussi externe aux entreprises, donc on a aussi un rôle qui est limité à un certain Mm. point. Donc on va provider la solution, on va essayer de donner la solution et de la construire toujours pour qu'elle soit un outil d'aide à la décision. Donc notre idée, c'est de comprendre comment travaillent les gens aujourd'hui et puis comment est-ce qu'on peut leur donner un outil qui permette de prendre des meilleures décisions, d'être plus fort finalement. Des fois on parle d'exosquelette, on aime bien parler d'exobrain, Mm. et puis c'est de dire qu'en fait on va pouvoir augmenter le cerveau de la personne avec d'autres informations. Et c'est clair, ça peut être frustrant ou surprenant dès qu'une machine elle est capable de faire une partie de notre métier et mieux que nous, plus rapidement. Et ça, ça perturbe. Et ça, c'est clair qu'il faut accompagner aussi les personnes là-dedans, mais c'est important de leur montrer que finalement, on va pouvoir leur donner un nouvel outil qui va pouvoir soulager une certaine partie du travail. Mais dans le domaine tertiaire, on a, on va dire, on a assimilé nous, depuis plusieurs années, voilà, que les personnes qui ont un travail manuel peuvent être remplacées, Mm. que la personne qui creuse avec une pelle peut être remplacée par une pelle mécanique. Ça, on va dire, c'est accepté dans la société. Maintenant qu'un trader puisse être remplacé ou accompagné de manière très forte par une machine, ça, il faut encore faire un peu de chemin là-dessus. Mais c'est une réalité aujourd'hui. Et on remplace euh, alors, j'aime pas le mot remplacer, mais on va apporter, on va dire, vraiment une solution à des métiers qui sont vraiment très techniques et très évolués. Et toi, en tant qu'ingénieur, développeur, bien sûr que tu as aussi vécu cet impact. J'imagine que l'IA code mieux ou plus vite en tout cas que toi ou tes équipes. Comment toi-même tu as réagi et comment tes équipes ont réagi? Alors, nous, on a directement adopté finalement ces solutions qui nous permettent d'accompagner le code. Donc, encore une fois, c'est de l'accompagnement, c'est-à-dire qu'on va pas ne plus coder et puis simplement déléguer tout ça à une intelligence artificielle. Peut-être à l'avenir. Aujourd'hui, c'est pas assez capable pour faire ça. Par contre, on a justement des solutions qui permettent d'accompagner la programmation. Et donc, c'est un peu comme la complétion de texte quand on écrit sur nos téléphones portables et puis on propose la fin du mot. C'est un peu des choses de ce style-là qui se font grâce à l'IA. Donc, on a une complétion de notre code qui se fait au fur et à mesure qu'on l'écrit. Et puis après, on peut aussi accompagner sur des tâches comme par exemple la documentation des fonctions. On peut demander aux IA de faire cette documentation. Mm. Puis ça, c'est assez génial parce que cette tâche-là, finalement, elle est assez ingrate. Personne n'aime vraiment la faire. Une fois qu'on a programmé la fonction, elle fonctionne, on est super content, on n'a pas envie de repasser du temps à devoir expliquer qu'est-ce que chaque variable, à quoi elle sert, qu'est-ce qu'elle fait. Et pour le client, c'est compliqué parce qu'il ne voit pas forcément la valeur. On lui dit oui, on a fait un test, ça marche. Maintenant, il faut encore qu'on bosse quelques jours pour mettre le code au propre, le documenter. Et c'est compliqué de défendre cette valeur-là. Donc finalement, on a une tâche qu'on n'aime pas trop faire. Il n'y a pas une grande valeur ajoutée, mais elle est super utile à long Mm. terme. Et ben ça, c'est parfait pour de l'IA, par exemple. J'ai lu dernièrement
qu'on manquait de données, enfin, au niveau de, sans reciter encore une fois OpenAI, mais c'était dans ce cadre-là. Oui. Il parlait de création de données synthétiques. Je ne sais pas si ça te parle. Oui. Du coup, ça pose quand même des questions de se dire que les algorithmes tournent avec des données qui sont qui ne viennent plus du monde physique, mais qui ont été créées par l'IA. Est-ce que si on se projette à plus long terme, tu vois des impacts positifs ou négatifs de cette manière de faire? Ouais, c'est un sujet qui existe. Donc la création de données synthétiques, ça existe dans le domaine de l'IA depuis avant les Ok. LLM. Donc c'est un sujet qui a quand même quelques années. Et c'est vrai que ça peut faire débat parce qu'on génère des données plutôt que d'utiliser des réels. Ça se fait aussi dans les modèles financiers parfois, où on génère des données financières plutôt que d'utiliser des données réelles. Mhm. Nous-mêmes, chez nous, on a un docteur qui a fait sa thèse sur la génération justement de données aussi, notamment génération de données synthétiques. Donc, c'est des sujets qui sont vivants, qui bougent. Je pense que c'est utile. Il faudra pas se restreindre à ça, évidemment, mais que ça peut venir apporter des informations complémentaires. On a la possibilité, finalement, de compléter ces données comme on les veut, et puis de pouvoir, on va dire, avec des coûts raisonnables, pouvoir alimenter les modèles avec des données qui soient utiles pour le modèle. Maintenant, il faut évidemment que ça reste toujours, il ne faut pas que ça fasse un cercle vicieux où la machine prédise ce qu'elle dit elle-même. Ça, c'est aussi une question qui est au-delà des données synthétiques. Si on s'inspire par exemple de tous les posts LinkedIn pour créer un modèle, euh, on a de plus en plus de posts LinkedIn qui sont générés par des LLM. On a le même genre de cercle vicieux. Donc finalement, on est déjà dans ce contexte de données synthétiques qui alimentent nos modèles. Et voilà, donc on va jamais pouvoir complètement effacer ça. Autant apprendre à gérer ça et vivre avec. S'inquiéter, mais vivre avec. Tu disais un truc très intéressant sur le rapport qu'on a maintenant avec les machines, qui Oui. est beaucoup plus sur une commande orale, on pourrait dire ça ainsi. J'ai vu dernièrement, et puis on en avait parlé quand on s'était eu au téléphone, qu'il y avait cette sortie du nouveau téléphone PIN AI. Oui. Je ne sais pas où en est ce projet-là. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots, et puis peut-être aussi sur les impacts en tant que société, d'avoir une société où on utilise beaucoup plus la parole que l'écrit? Alors ouais, cette technologie de PIN AI, donc c'est une broche finalement qu'on vient mettre sur le veston. Et puis l'idée, c'est que ça fasse à peu près les fonctionnalités du téléphone, mais sans forcément avoir besoin d'un écran toujours. Donc c'est-à-dire que si on veut s'adresser à cette technologie, on appuie sur un bouton, on peut lui parler. On a des écouteurs dans les oreilles, elle nous répond de cette manière-là. Et on a quand même la possibilité de projeter un écran sur la paume de la main. Donc sur le papier, la technologie, elle est assez géniale. Les tests ont été les retours d'utilisateurs ont été un petit peu moins, on va dire, enjoués. À voir, c'est une première version, donc à voir ce que ça donne pour la suite. Dans tous les cas, ce qui est intéressant là-dedans, c'est surtout c'est vraiment ce rapport à comment est-ce qu'on interagit avec nos machines finalement. Aujourd'hui, on a nos téléphones portables, nos écrans tactiles. On voit aussi qu'on emploie de plus en plus les vocaux, par exemple sur WhatsApp. Donc finalement, c'est assez confortable plutôt que d'écrire un long texte, de pouvoir aussi avoir l'occasion de pouvoir parler. Donc il y a cette tendance finalement à chercher le chemin le plus court aussi pour interagir avec nos machines. Puis je pense là, il y a quelque chose d'intéressant. Est-ce que ça va être ça la solution du futur? Je ne sais pas. Par contre, il y a vraiment une manière différente d'interagir avec ces machines. Et finalement, moi j'étais encore pour venir jusqu'ici en voiture avec Google Maps. Il me propose un trajet alternatif. C'est interagir avec, c'est encore assez compliqué. Aujourd'hui, dire en fait, je dois même limite cliquer sur l'écran en disant non, je veux pas le trajet natif, oui, je veux celui-ci. Je sais pas quelle différence c'est, je suis en train de conduire, j'ai pas trop le temps. Si j'ai un assistant qui à la place me parle en me disant ah, on a vu un nouveau trajet, il passe par là, la place passée par là, je peux lui poser des questions. Je lui dire mais est-ce que ça change beaucoup? Combien de temps je gagne? Est-ce que je reste sur des routes? Est-ce que je passe par l'autoroute? Poser ce genre de questions, en fait, c'est ça qui va être l'avenir de l'interaction avec les machines. Finalement, on aura un meilleur conseil, puis on y revient à cette aide à la décision, parce qu'en fait, on aura une interaction plus juste une prévision, en disant voilà ton trajet Google Maps, mais on a plus de choses derrière. Selon toi, aujourd'hui, j'ai l'impression que ce n'est pas encore très abouti, ce dialogue, c'est en cours. Qu'est-ce qui bloque, et dans combien de temps on pourra vraiment bénéficier en fait, de ces commandes orales?
Alors, elle bloque, on va dire, la technologie globale. On dit vraiment, on remplace le téléphone portable complètement par plus que de la voix. Ça bloque encore un petit peu. Alors, je n'arrive pas à vous dire en combien de temps ça va être effectif et puis vraiment utile. Par contre, on a déjà des IA conversationnelles qui sont intéressantes sur d'autres sujets. Mhm. Donc, il y a la possibilité maintenant d'avoir des IA avec lesquelles on peut parler d'un certain sujet et on a vraiment une question-réponse. Donc, on va dire, le classique ChatGPT où on pose une question, il nous répond, mais il rebondit vraiment en disant ah, du coup, est-ce que tu veux que je te détaille cette chose-là? Ou bien, qu'est-ce que tu penses de ça? Puis, il y a un dialogue qui se crée. Et ça existe déjà. Alors, c'est des choses qui sont très spécifiques, mais c'est présent. Donc maintenant, il faudra généraliser, avoir quelque chose un peu plus global, mais on est à bout de tout changer, j'ai l'impression. Ouais, c'est chouette, on imagine les applications que ça pourrait avoir dans l'éducation et dans plein d'autres domaines. Exactement, ouais. Ouais. Est-ce que tu pourrais nous partager des sources d'informations sur lesquelles tu vas souvent et qu'on pourrait partager sur cette chaîne? Alors moi, j'utilise beaucoup LinkedIn comme source d'information, donc j'ai pas un profil particulier qui ressort, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de partage d'informations qui se fait. On a quand même on va dire une communauté entre les data scientists, l'intelligence artificielle, où c'est des gens qui partagent beaucoup d'informations, qui vont beaucoup s'informer. Puis c'est que moi, j'aime bien aussi veiller la technologie par rapport à ça. Euh, donc, euh, donc ouais, je pense que ça vaut la peine de suivre les bonnes personnes, d'aller chercher des personnes qui sont actives, qui lisent, qui partagent, qui montent des vidéos. Et puis là, on voit vraiment beaucoup de choses intéressantes. Et dans un format qui me plaît, après c'est aussi personnel, mais c'est un format qui me plaît où on a une vidéo, quelque chose d'assez court qui peut capter l'attention. On peut ensuite, si on veut en savoir plus, on peut aller chercher l'information plus loin. La vidéo encore, on n'est plus dans la lecture. C'est ça, ouais. Et il y a même maintenant des IA qui permettent de lire les vidéos YouTube, elles nous font le résumé. Ouais, Et c'est vrai. quand il y a une vidéo de 45 minutes, on peut demander le résumé. Et puis ensuite, on peut interagir avec, parce qu'elle aura entendu la vidéo, donc elle l'aura comprise majoritairement, puis on peut aller chercher l'info qu'on veut. Ouais, c'est fou. Et est-ce qu'il y a une personne que tu souhaiterais nous recommander, qu'on pourrait inviter sur la chaîne? Il y a une personne, ouais, qui je pense, c'est Yves Robertissot, alors, je ne sais pas si tu le connais, qui a fondé la société InnoShift. Et cette personne-là travaille dans l'automatisation de processus. Ok. Donc c'est très complémentaire à ce qu'on fait. Euh, on va dire, il va vraiment venir proposer une manière, on va dire, moderne de gérer les flux d'informations et des processus dans les entreprises. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental. Nous, on voit énormément, c'est des points bloquants parfois pour nous, c'est-à-dire que la donnée, en fait, elle n'existe pas parce que c'est un processus manuel, parce on imprime une feuille, on note à la main, on la rescanne, c'est quelqu'un d'autre on la renvoie, quelqu'un la réimprime, la resigne, la rescanne, et puis on a des processus de ce style qui existent dans les entreprises, puis ça fait que nous, on perd des fois le flux de la donnée, la possibilité d'avoir la donnée. Et finalement, là, il y a vraiment quelque chose de très utile pour les entreprises et vraiment des gros retours. Et c'est un camarade de promotion de l'EPFL aussi, donc ça fait toujours plaisir de... Bah, écoute, on passera par toi pour Ouais, l'inviter. J'espère qu'il avec nous grand répondra plaisir. positivement. Merci infiniment Merci beaucoup pour l'invitation. et bah, je te souhaite une bonne journée. Pareillement, merci beaucoup.